À 20 km de Saint-Tropez, au pied du massif des Morts, c'est l'ouverture de la chasse. Bravo 1, de Bravo 2. On est toujours au Bangis, puisqu'on attend que le chasseur revienne avec ses papiers. Parfait, bien pris, nous on décolle. Une journée sous haute tension pour Concha Agero. C'est la conservatrice de la réserve naturelle de la Plaine des Morts. Un immense plateau sauvage et protégé de plus de 5000 hectares. Ici, la chasse est autorisée, Monsieur, bonjour. mais très surveillée. Police de l'environnement. On va contrôler les papiers. Vous allez nous présenter votre permis de chasser. Assurance. Par contre, il précise pas. Ouais. Elle est là. La date est bonne. Ouais, la date est bonne. Bon. Je vous rends ça. Merci. Vous chassez à bécasse? C'est Non, le pas petit encore, gibier. le petit gibier en Ouais, ce c'est moment. ça. C'est D'accord. un peu tôt pour la bécasse. Oui. Soyez prudents, vous avez pas mal de promeneurs aujourd'hui. Oui. Bonne journée, au revoir. Merci également, au revoir. Viens là, viens. Éclair. Éclair, viens là. En un peu plus de 3 heures, les agents parcourent sans relâche cette réserve unique en France. Aux allures de savane africaine. Avec ses pins parasols, et ses pistes rouges, à perte de vue. On se croirait dans un safari. Pourtant, nous sommes bien au cœur du Var. C'est vraiment cette couleur savane. Là, tu as une girafe qui pourrait sortir, un rhinocéros ou un lion. C'est très dépaysant. On est à mi-chemin entre deux formations géologiques différentes. Le massif des Morts qui pousse vers le nord et les manteaux calcaires qui poussent vers le sud. Et donc au milieu, s'est creusée cette plaine, qu'on a appelée plaine des Morts. Et c'est cette géologie qui donne cette végétation. Ça ne ressemble pas à une voiture de chasseur. Un peu plus loin, Concha repère une infraction. Les voitures n'ont pas le droit de pénétrer dans la réserve. Ouais. Monsieur, bonjour. Vous êtes sur une piste interdite à la circulation. Je suis en train de vous relever un timbre-amende. Je vais vous demander votre permis de conduire. Assermentée en matière de police de l'environnement, Concha dresse un procès-verbal. Ça, c'est par rapport au site ou par rapport au champignons? Non, non, vous avez un panneau blanc, cerclé de rouge, qui dit circulation interdite à tout véhicule. Je vous donne le timbre-amende. Il y a le montant ou pas? Il y a le montant, c'est 135 €. 135 €? Non. Ah c'est si? une blague. Ah non, non, c'est pas une blague. Hein. C'est 135 €. Hein, donc on va vous suivre, on va vous laisser sortir. Si cette savane provençale est si protégée, c'est qu'elle abrite plus de 240 espèces naturelles. Elle a pourtant bien failli disparaître. La piste longue de 6 km sera complétée par un anneau d'adhérence d'1,5 km et par 5000 m² de bureaux et de garages. Dans les années 90, on prévoit de construire, au centre de la Plaine des Morts, une piste d'essai automobile. Une catastrophe pour la biodiversité, car c'est l'un des derniers refuges de la tortue d'Hermann, une espèce en voie de disparition. Mais grâce à la mobilisation des habitants de la région, soutenue par des scientifiques de renom, le projet est finalement abandonné. Ça aurait été une grande perte pour tous les habitants du Var et même au niveau national. C'est un joyau de la biodiversité et sa disparition aurait engendré des conséquences irrémédiables et cette plaine des Morts, elle doit rester sauvage. C'est un émerveillement permanent. La nuit tombe sur la savane provençale. Une autre équipe d'agents de la réserve prend le relais. Ce soir, une mission délicate les attend. Alors là, pour bien regarder dans les filets, il faut vraiment se mettre comme ça et bien balayer pour oublier personne. Dominique Guichetot, le directeur scientifique, veut capturer Là, il n'y a rien. une créature habituellement insaisissable, qu'il protège et qu'il chérit. Ah, regardez. Oh, joli. On a pris. Cette chauve-souris est un murin de Bechstein, Ah, là, c'est pris dans la une poche. espèce très rare Je vais et descendre. particulièrement menacée. Ok.
Super. Allez, vite, à l'abri. Dominique ne doit pas perdre de temps, Prends bien, hein. car cet animal est extrêmement fragile. Par contre, ne pas laisser s'échapper. Ah oui. Elle convulse, elle est en train de manger mon grand latex. Elle fait celle qui est en train de mourir et qui est beaucoup moins intéressante pour un prédateur. Dominique a 3 minutes pour faire un examen de santé. Ok, donc il faut que je regarde le patagium, s'il y a des poils dessus ou pas. Surtout pas trop serrés, parce que ce sont des animaux très très fragiles. Voilà. On regarde l'envergure déjà. C'est 42, 45. Après l'envergure, le poids. Ça fait 9,8. Et enfin la taille. Alors on est à 32, à 40, 42, 40,2. Les chauves-souris sont très mauvaise presse. Tout le monde pense que la chauve-souris s'accroche aux cheveux, suce le sang, etc. Ce qui est complètement faux. Ces petits animaux que j'ai dans les mains sont extrêmement utiles. Ce sont des auxiliaires de la santé publique très importants, puisqu'ils peuvent manger des moustiques ou des insectes vecteurs de maladies. Donc c'est essentiel de les protéger. Et en plus, ce sont des animaux qui sont très respectables, des mammifères qui font un seul petit par an, qui le bichonnent, qui le nourrissent longtemps, qui lui apprennent à voler, lui apprennent à éviter les obstacles. Et ce sont des petits bijoux, technologie biologique. Sur cette terre de goût et de tradition, au cœur du massif des Maures, d'autres passionnés ont décidé de faire revivre un joyau. La Chartreuse de la Verne. Un gigantesque monastère construit au XIIe siècle. Telle une forteresse coupée du monde. Après des siècles d'oubli, elle vient tout juste de renaître. Car abandonné à la Révolution, ce puissant monastère n'est plus qu'une vaste ruine au début du XXe siècle. Il sert même de bergerie. Mais à partir des années 60, une association varoise se lance dans un projet complètement fou. Ressusciter ce chef-d'œuvre classé monument historique. Un chantier titanesque qui va durer plus de 40 ans. Depuis une trentaine d'années, une communauté de sœurs de Bethléem vit dans ce monastère, sans aucun contact avec l'extérieur. Nous ne les verrons donc pas. Mais à la demande de l'historienne Fabienne Segard, elles ont accepté de nous ouvrir les portes de leur monastère, l'un des plus secrets de France depuis le Moyen-Âge. Regardez l'épaisseur de ces murs. C'est très impressionnant. On se retrouve, j'ai envie de dire, comme au temps des premiers Chartreux, comme en 1170. Ils s'installent derrière ces murailles qui forment cette coupure entre le monde séculier et le monde spirituel. Les travaux de restauration ont permis de sauver de nombreux témoignages de ce mode de vie en autarcie. Comme cet imposant four à pain, ou cette huilerie, et ces pressoirs médiévaux. Mais aussi autour du cloître, ces petites maisons individuelles.
On les appelle des ermitages. Aujourd'hui, c'est ici qu'habitent certaines des sœurs de la communauté, fidèles à l'esprit des premiers chartreux du Moyen-Âge. Car à l'époque, le moine passe l'essentiel de sa journée strictement seul pour prier et pour prendre ses repas. C'est ce qu'on appelle le guichet. Aujourd'hui, on surnommerait ça un passe-plat. Et si vous regardez bien, vous avez une chicane. Comme le moine n'a pas de contact avec l'extérieur quand il est dans son ermitage, le converse ramène son repas, mais évidemment, le moine ne le voit pas. Retirés du monde, les chartreux gardent tout de même un contact avec la nature. Chaque moine dispose d'un petit jardin privatif, comme celui-ci. Il vient d'être restauré. Ici, ils cultivent des plantes médicinales. Ils ne vont pas cultiver leurs légumes, pas du tout. C'est pas fait pour ça. C'est un petit jardinier, ce qu'on appelle le jardin d'utilité, dans lequel ils vont exploiter des différentes essences aromatiques pour soigner. Chaque jour à 17h, le chant des sœurs de Bethléem s'échappe de l'église romane du XIIe siècle. La restauration de cette église est un petit prodige, car son toit avait complètement disparu. C'est l'architecte Francesco Flavini qui a dirigé ces travaux. Voilà tout ce qui nous restait de l'église romane d'origine, c'est-à-dire ce grand mur qui allait depuis la façade occidentale jusqu'à l'abside, qui était complet avec son cordon, la naissance des voûtes, et c'est ce qui nous a servi de référence pour relever le reste de la partie du monument qui avait disparu. J'ai laissé ouvert un joint sur 3 dans les joints verticaux. Vous voyez, dans les joints des pierres qui sont verticaux, il y en a un sur 3 où il n'y a pas de mortier. Et donc ces petites fentes jouent un rôle de piège à son et régularisent le chant. À proximité de la Chartreuse, le massif des Maures recèle l'un des emblèmes de la région. Hérité lui aussi du Moyen-Âge. Quittons le massif des Maures et mettons cap au nord. Ici, un autre Var se révèle, celui des villages perchés, comme Tourtour. On le surnomme le village dans le ciel. Ou encore Callian. Construits au Moyen-Âge, ces villages étaient alors de véritables places fortes. Encore plus au nord, les collines du Haut-Var recèlent une merveille. Les gorges du parc naturel du Verdon. Long de plus de 20 km, ce canyon sauvage accueille 800 000 visiteurs par an. Mais en cette arrière-saison, les kayakistes ont déserté la rivière. Le spectacle se déroule alors sur les falaises. Et lui, au début, ça n'a pas l'air facile. Hein. Non. Caillou un peu déliqué. Yannick Courtès et Olivier Michelot sont alpinistes professionnels. C'est un peu naturel.
Ce matin, il s'attaque à cette paroi de plus de 350 mètres. Bon. Yes. Eh ben allez, je t'assure. C'est la plus dangereuse du canyon. Ça va? Fais attention dessous quand même, hein, parce qu'il y a plein de petits cailloux qui tombent là. Ok, je suis vaché. C'est parti. Sur cette paroi, la roche est très instable. Les blocs peuvent se décrocher à tout instant. T'as fait gaffe, Olive? Vas-y, je t'ai à l'œil. Je peux bien du tout. Après 2 heures d'escalade, les alpinistes attaquent la partie la plus difficile. À 250 mètres du sol. Dans un décor à couper le souffle. C'est magnifique, hein? C'est vraiment beau, quoi. Ça a l'air lisse. Ouais, ça a l'air lisse, hein? À cette hauteur, la falaise est souvent battue par les vents et la pluie. Et un peu plus haut, surprise. Olive, t'as vu les vautours derrière? Regarde, c'est des beau. Ah ouais. Voici le roi des gorges, le vautour fauve, une espèce très protégée. Menacé d'extinction il y a encore quelques années, on compte aujourd'hui une 50aine de couples dans les gorges. Ouais, ils ont faim, il faut se dépêcher là. Ouais, il faut pas rester immobile, vas-y, parce qu'on sait jamais avec les vautours. C'est le plus bel endroit de la planète. Un des plus beaux endroits. Et cette saison, pour grimper, c'est vraiment la meilleure saison de l'année, quoi. Il y a les couleurs d'automne. Elles commencent juste à arriver, là. On voit les fustes, là, qui commencent à devenir rouges. Et là, d'ici 15 jours, ils vont devenir rouges fluo. Et vraiment, c'est magnifique. Avec la rivière qui coule au fond, c'est dément. Belle voie, yes. Yes. Merci. Oh, ouais. Excellent. Après une telle ascension, la récompense, c'est ce panorama d'exception. Que demander de plus, quoi. C'est vrai, hein? De belles falaises, en ce moment du soleil, des vautours qui viennent nous rendre visite. Et voilà, c'est juste magique, quoi. Une grande ville comme Marseille, Nice ou Toulon, c'est minimum 2 heures, 2 heures et demie, quoi. C'est pour ça que la nature est si préservée aussi, quoi. Du coup, on est bien. Un peu plus à l'ouest, un autre joyau du parc naturel est placé sous haute protection. Le lac d'Esparon, bordé de calanques sauvages et de falaises, c'est la plus grande réserve d'eau potable de France. Antoine Prioul est le chef des écogardes du parc. Il fait respecter les règles de navigation sur ce lac, aux eaux si pures.
On ne veut pas de jet ski sur le lac, on ne veut pas forcément de bateau à moteur, de ski nautique, c'est pas notre activité. On veut plutôt un tourisme vert, tourisme calme, bateau électrique. À côté, ça va nous permettre de protéger cette ressource en eau, cette grande ressource d'eau potable. Et ensuite, mesure écologique, si on est tranquille, les animaux vont être tranquilles aussi. On va avoir une vraie qualité de l'eau, des poissons spécifiques, une végétation spécifique, des insectes, des libellules qui vont pouvoir être ici parce que l'eau est de bonne qualité. Donc c'est un ensemble qu'on souhaite protéger sur cette réserve d'eau. Aujourd'hui, aucune embarcation ne circule sur le lac, car la haute saison vient de se terminer. Alors Antoine a mis sur pied une opération nettoyage sur les rives de ce petit bijou naturel. À première vue, tout est propre. On va aller voir dans les buissons là. Ouais, c'est là. Ah ouais, il y a du récent en plus. Mais voici l'envers du décor. Voilà, on retrouve encore quantité de bouteilles, de canettes. Non, voilà, on le fait en dehors de la saison parce qu'on ne peut pas laisser ça. Mais voilà, là, c'est des bières, du verre, en plus des choses qui se recyclent. Donc c'est quand même, c'est un peu désespérant. Je comprends vraiment pas. Ça, en plus, les canettes en verre, c'est typiquement des pièges mortels pour les micro-mammifères, des choses comme ça qui vont rentrer dedans parce que ça peut être sucré. Donc après, ils vont mourir de soif, de chaleur. Le verre, c'est aussi un facteur qui peut déclencher des incendies. On est dans le sud. La commune d'Esparon a déjà brûlé à 90% 2 fois d'affilée. Ou dans les comportements un peu aberrants ici, c'est des gens qui peuvent avoir des sacs, qui ramassent bien leurs déchets, tout ça, mais qui le balancent dans le lac après. Bon, ben voilà, un en moins. C'est quand même plus joli après. Antoine et Stéphano ne sont pas au bout de leur peine. Voilà, sinon j'ai un chemin. Un peu plus loin, se désagrège lentement un déchet hors norme. Ah ouais. Ouais, tu vois, ça fait un moment qu'elle est là. Ouais. Ça va pas être gagné en plus là. Tu sais, pour la faire remonter, ça va être compliqué là. Ça, c'est une voiture qui a été lancée donc de la route un peu au-dessus. C'est un accident? On sait pas. Souvent, c'est quand même plutôt des escroqueries aux assurances. Là, si la voiture est restée là, c'est plutôt simple, parce que quand c'est des accidents, derrière, les assurances remontent le véhicule. On n'a pas le droit d'abandonner un véhicule comme ça. Donc là, on va essayer de la remonter. C'est vrai que ça va pas être évident, parce qu'il reste encore beaucoup de plastique dedans. Donc c'est vrai que si on la fait tomber, ça risque d'être compliqué. Il y a encore du verre, il y a encore du plastique, il y a de la mousse, donc on n'a pas spécialement envie de polluer le lac. Ou sinon, viser pour les litroyer, hein, mais voilà, il va falloir abattre quelques arbres et puis être sûr que le moteur tombe pas en cours de route. Est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être J'ai pas de plaque à l'arrière. de la démonter, tu sais, genre d'enlever les sièges? Sinon de la disquer et de la balancer en bas sur une barge. Hein. Ça peut être l'autre option. Grâce au travail d'Antoine et Stéphano, ce lac peut continuer à alimenter en eau potable les grandes villes du sud de la France. Dernière étape dans le Haut-Var, pour un événement unique en cette saison. Michel Stépien est éleveur de chevaux. Pour le départ. Ce matin, aidé d'une quarantaine de cavaliers confirmés, Allez, c'est parti. il prend la tête d'une transhumance hors du commun. Allez, petite grise, on y va, grosse. Allez, allez, ma belle. Ouais, tu es derrière? Michel mène ses chevaux dans les pâturages d'altitude, où ils vont passer l'hiver. Un parcours de plus de 8 heures qui les conduit des forêts les plus épaisses aux prairies les plus sauvages. Cavalier devant. Les cavaliers, venez là. Pas par le milieu, tu contournes par l'extérieur du troupeau. Avec un passage très attendu au lac de Sainte-Croix. Laissez boire vos chevaux. Laissez boire, hein. Il y a certains chevaux, parfois, ils se couchent dans l'eau, enfin les chevaux libres.
ça arrive, le plaisir de se baigner. Bon, ils n'ont pas le même métabolisme que nous, hein. Parce qu'à 10 degrés, on n'y va pas, là. Des chevaux libres et heureux. Et de pouvoir galoper comme ça, avec un troupeau entier et des chevaux libres, pour tout le monde, c'est un moment très fort. Très, très fort. Bientôt, se dresse devant eux la partie la plus technique de leur chevauchée. Leur destination finale se situe derrière cette montagne. Pour la franchir, il faut emprunter ce sentier escarpé sur les hauteurs du lac. Une dernière montée épuisante pour les chevaux et les cavaliers. Heureusement, le cadre est enchanteur. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un privilège d'être parmi les animaux libres comme ça, en liberté, et de partager. Et voilà, c'est la magie. Les couleurs, c'est vraiment un privilège. Donc on va passer la petite crête qui est là. Couvrez-vous pour ne pas attraper froid, parce que le passage, il va être un peu bien frais. Quand tu vois ces paysages, c'est sublime, vraiment sublime. Donc tout le monde est heureux et moi spécialement. C'est ici, sur ces hauts plateaux, que le troupeau de Michel va hiverner. Allez, tout le monde pied à terre. Alors ceux qui ont un petit peu froid, vous avez le droit de venir près du feu. À la nuit tombée, il est temps de redonner leur liberté aux chevaux. Vous allez voir, ils vont se rouler dans l'herbe. Vous pouvez lâcher à partir d'ici. Voilà. Regarde comme ils se roulent. Allez, maison. Mission accomplie. Ils ont le nez dans l'herbe, ils sont heureux. Donc on l'est aussi. Au printemps prochain, Michel retrouvera son troupeau pour faire le voyage dans l'autre sens. Ce sera alors l'avant-saison, dont on dit aussi qu'elle est particulièrement belle.